On n'est pas sorti des rangs, hein. C'est la galère. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode d'OPSR. Je laisse mon collaborateur Victor vous introduire le sujet et notre invité du jour. Oui, merci Jordan. Alors aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les inégalités liées à l'alimentation sont criantes. Si je reprends le titre du livre de notre invité du jour, nous avons la partie nord du globe qui souffre de la malbouffe et la partie sud qui souffre de la famine. J'en prends pour exemple l'espérance de vie aux États-Unis qui a, depuis 2019, commencé à baisser à cause notamment de la mauvaise alimentation de leur population. Afin d'évoquer les limites de notre modèle agricole actuel et les solutions pour arriver à réduire ces inégalités, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le célèbre agronome Marc Dufumier. Bonjour Monsieur Dufumier. Bonjour. Je me permets de vous présenter en quelques mots tout d'abord. Donc vous êtes agronome, vous étiez enseignant-chercheur à AgroParisTech. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, été sollicité en tant qu'expert auprès de la Banque mondiale, ou encore été membre du Conseil stratégique de l'agriculture et de l'agro-industrie durable au sein du ministère de l'Agriculture. Je vais vous proposer de compléter les informations que j'ai pu omettre en répondant aux questions classiques de cette émission, qui sont qui êtes-vous, que faites-vous et pourquoi le faites-vous ? Écoutez, je suis agronome en démarrage. J'ai beaucoup travaillé dans ce qu'on appelait les pays du tiers-monde, donc les pays du Sud, on dirait aujourd'hui, avant d'être enseignant-chercheur, effectivement, à AgroParisTech. Mais disons, j'ai une expérience plutôt tropicale au début, et j'ai même coutume de dire que c'est des femmes malgaches analphabètes qui m'ont initié à ce que j'appelle l'agroécologie. Quand j'étais agronome formaté, jeune diplômé, je devais enseigner les variétés améliorées, j'enseignais les mauvaises herbes, j'enseignais tout ça. Et ce sont ces femmes malgaches analphabètes qui m'ont dit « Oui, mais votre variété, elle est exigeante en engrais, elle est exigeante en pesticides, exigeante en fongicides et ce genre de choses. Et vous êtes en train de tuer nos canards, nos grenouilles, nos poissons, toutes nos sources de protéines. » Ces femmes malgaches analphabètes n'ont jamais prononcé le mot d'agroécologie, mais c'est elles qui m'ont dit « Mais attendez, la rizière, c'est un écosystème d'une incroyable complexité et vous ne pouvez pas, comme ça, juste pour accroître le rendement du riz, ignorer la complexité de cet agroécosystème. » Je dirais que ça m'a aidé énormément pour ensuite, effectivement, être plus intelligent dans mon travail à l'étranger et peut-être pas trop mauvais enseignant-chercheur à AgroParisTech. Très bien, merci. Alors je me permets une rapide définition de l'agronomie pour commencer. Donc il s'agit de l'ensemble des sciences liées à la pratique et à la compréhension de l'agriculture. Est-ce qu'on peut donc imaginer que deux agronomes différents auront une vision différente de leur métier ? La réponse est quand même un peu oui. D'abord parce que l'agronomie, c'est un peu comme l'économie. C'est nomos, c'est la norme. Et beaucoup d'agronomes, moi quand je disais j'étais jeune agronome formaté, avec juste mon diplôme, je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais donc ce qu'était bien, je savais ce qu'était une mauvaise herbe, je connaissais le mal, donc j'étais proche de Dieu. Et ce sont ces femmes malgaches analphabètes qui m'ont dit que j'étais nul. Et qu'il fallait revoir. Et du coup, l'agroécologie, on dirait aujourd'hui, est moins normative. Elle n'est pas en train de dicter ce qu'il faut faire aux agriculteurs, mais elle essaye justement de rendre intelligible pour le plus grand nombre de gens la complexité, le fonctionnement de ces écosystèmes. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'agronomie évolue quand même fort heureusement vers ce que j'appelle l'agroécologie, donc plutôt la logique, la science, essayer de rendre intelligible pour le plus grand nombre la complexité de ces écosystèmes agricoles, d'écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Donc, c'est des écosystèmes qui sont quand même simplifiés parce qu'on va favoriser la croissance et le développement d'espèces domestiques. Et toute simplification, ça est très fréquemment une fragilisation de ces écosystèmes. Et là, aujourd'hui, effectivement, il y a une approche de l'agronomie, on va dire, qui est quand même assez nouvelle et qui essaie de mesurer aujourd'hui les rendements caloriques, protéiques, vitamines, minéraux, etc., en prenant toute cette complexité. Oui, ça évolue quand même. Et est-ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui qu'en fait, quand on a voulu modifier l'écosystème pour apporter un meilleur rendement ou une meilleure valeur nutritive à un aliment, en fait, on a tout déséquilibré et qu'en fait, on n'a pas forcément compris le vrai sujet, quoi. Alors, dans l'histoire, il y a quand même des exemples d'aménagement d'écosystèmes agricoles qui ont été productifs et durables. Je citais la rizière, mais si l'Asie est si densément peuplée et a pu conserver ses forêts vierges pendant si longtemps, c'est aujourd'hui qu'on les détruit avec les plantations de palmiers à huile, mais c'est parce qu'ils avaient inventé des écosystèmes agricoles qui étaient à la fois productifs et durables. Je dirais qu'en France, si on regarde un bocage,
C'est un écosystème qui n'est pas complètement naturel. Hein. On aurait laissé la nature, ce serait une forêt, ce serait une lande, ce ne serait pas un bocage. Mais ça a été productif et durable. Donc il n'y a pas eu que des erreurs dans l'histoire de l'humanité et l'histoire des agriculteurs. C'est plus notre agriculture qu'on qualifie aujourd'hui d'industrielle qui, elle, a exagéré dans cette simplification et cette fragilisation en essayant de miser que sur une production, parfois même de la monoculture, et parfois, alors du coup, des interactions avec les animaux sauvages, les champignons pathogènes et autres, et l'emploi de produits en seed. Je dirais que, en fait, il y a un peu une dénonciation aujourd'hui de l'agriculture industrielle dans ses effets sanitaires et environnementaux, mais c'est vraiment les formes d'agriculture industrielle qui sont remises en question. D'accord. Alors justement, on y vient. La principale question que nous allons vous laisser développer, c'est pour que vous puissiez nous expliquer quel est le modèle agricole aujourd'hui qui prédomine dans le monde. Donc vous en avez un petit peu parlé. Quelles sont ses limites et quels sont les acteurs de ce milieu? Alors en fait, prédominent dans le monde différentes formes d'agriculture. Il ne faut pas oublier que dans les pays du Sud, qu'on qualifiait du tiers-monde autrefois, vous avez encore des gens qui travaillent à la main. Donc dont la productivité du travail est extrêmement faible. C'est-à-dire, y compris la femme qui repique du riz à la main, l'outil, c'est la main. Mais la personne qui désherbe de l'arachide au Sénégal, c'est une petite houe, elle est penchée, elle travaille à la main. Et elle est en concurrence sur le marché mondial avec des formes d'agriculture industrielle où depuis déjà très longtemps, on a remplacé les gens qui désherbaient par du désherbant, on a remplacé des gens qui travaillaient par des machines. Et du coup, c'est vrai que cette agriculture industrielle a été capable d'accroître considérablement la productivité du travail, de produire en masse des produits souvent standards à faible coût monétaire. Ça, c'est quand même très vrai. On y est parvenu. Ce qu'on découvre aujourd'hui, par contre, c'est qu'il y a des coûts cachés qui apparaissent. C'est-à-dire qu'un lait pas cher, oui, il coûte cher parce qu'on est obligé de payer des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton. Un pain pas cher ne coûte très cher parce qu'il y a de l'atrazine dans la nappe phréatique et on ne veut pas qu'elle soit dans l'eau du robinet. Donc, rendre l'eau potable, et donc on ne le paye pas dans le prix du produit, mais on le paye, soit, y compris quand on ingurgite trop de perturbateurs endocriniens, c'est quand même, malheureusement, le risque d'avoir des cancers du sein, de la prostate, et des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, prématurés, pour la jeune génération qui a été exposée à ça depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance. On prédit comme à cette jeune génération une espérance de vie d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs. Alors j'ose même pas mettre ça en coût monétaire, c'est un coût de bien-être. L'espérance de vie aux États-Unis diminue, l'espérance de vie en France, elle augmente encore un peu et stagne, mais l'espérance de vie en bonne santé risque, elle, de diminuer. C'est-à-dire qu'un certain nombre de maladies neurodégénératives ou de cancers hormonodépendants risquent d'apparaître des maladies du vieillissement, qui vont apparaître plus prématurément. Alors là, effectivement, je pense qu'il nous faut corriger le tir, et heureusement, on ne manque pas d'alternatives. Mais il y a donc bien plusieurs formes d'agriculture qui sont en concurrence, et le drame, il est un peu que quand nous exportons des excédents de poudre de lait vers les pays du tiers-monde, les éleveurs laitiers là-bas se retrouvent tellement concurrencés, tombent en faillite, rejoignent les bidonvilles. Et pareil, quand on exporte du blé, il y a des gens qui produisaient du mil et du sorgho qui désormais vont manger du pain parce que notre blé est moins cher que le mil et le sorgho qui exigent beaucoup de travail. Et ça renvoie beaucoup de gens dans les bidonvilles. Et après, on voit des gens, y compris les moins pauvres des pauvres. C'est en clair, ceux qui peuvent payer un passeur, traverser le désert libyen et la Méditerranée dans les conditions que vous connaissez. Donc, mettre en concurrence ces formes d'agriculture sur un même marché mondial, franchement, c'est pas sympa. D'accord, donc là en gros on parle vraiment de la mondialisation, on va dire de manière générale. Si on reparle vraiment du modèle agricole, on va dire du Nord, donc monoculture, vous en avez un petit peu parlé, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quels sont les différents acteurs, les limites du modèle et voilà, on peut parler de l'Union européenne ou on peut parler des différentes réglementations, des multinationales, je ne sais pas. Oui, du coup, si on parle de l'agriculture française et de son industrialisation croissante, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, des gens qui ont été mis en compétition sur le marché, alors français d'abord, européen ensuite, et puis mondial maintenant, et qui, pour rester compétitifs, et ils ont été conseillés pour ce faire, de produire de plus en plus massivement des produits standards. D'ailleurs, l'agro-industrie, elle aussi, cherchait une matière première. Donc, pour l'agriculteur, c'est un produit fini, mais pour l'agro-industrie, c'est une matière première. Et à partir du moment où vous mécanisez, motorisez, robotisez tous ces processus, il faut que la matière première soit la plus standard possible. Donc, les agriculteurs, en compétition les uns avec les autres, effectivement, ont été menés pour s'équiper davantage, soit en gros matériel, mécanisation, motorisation, robotisation, dronisation aujourd'hui, soit chimisation, c'est-à-dire que quand on désherbait, maintenant on emploie du désherbant. On a remplacé les gens par des machines,
C'est-à-dire que les agriculteurs les moins compétitifs sont partis. Ça a permis l'agrandissement des fermes des voisins, qui sont d'ailleurs très contents de pouvoir amortir plus vite le matériel pour lequel ils se sont lourdement endettés. Je dirais que ce choix des agriculteurs au quotidien, dans la compétition dans laquelle on les a mis, n'était pas forcément insensé. Le problème, c'est qu'on est devenu quand même très vite, c'est les années 90, excédentaire en un certain nombre de produits, et on est devenu déficitaire en d'autres produits, notamment les protéagineux que nous importons depuis le Brésil, l'Argentine, les Donc là, États-Unis. vous parlez notamment de ce qui est utilisé pour nourrir le cheptel, c'est ça? Oui, voilà, D'accord. y compris pour les humains, hein, le cassoulet de Casanodari, quand je regarde attentivement, je regarde si sur l'étiquette c'est marqué haricot de Tarbet. Bon, ok, l'haricot vient bien de France. Mais si je vois rien de marqué, je peux considérer que c'est un haricot argentin. Donc, soyons clairs, même pour l'alimentation humaine. Mais le vrai déficit, il est quand même pour l'alimentation animale, l'importation de graines et de tourteaux de soja pour nourrir nos cochons, nos volailles, nos ruminants. Et ça, c'est parce que dès la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas mis de protection aux frontières pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés. Et du coup, on est très vite arrivé en compétition avec de très grandes fermes dans les Amériques, les États-Unis d'abord, et aujourd'hui Argentine et Brésil. Et du coup, les agriculteurs, ils ont fait les productions pour lesquelles les prix étaient protégés. À l'époque, il y avait des droits de douane à l'importation de blé, il y avait des droits de douane à l'importation de lait. Je parle de l'immédiat après post-Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les agriculteurs ont fait des choix en fonction des prix. Qu'est-ce qui était rémunérateur, qu'est-ce qui ne l'était pas. Et on est devenu excédentaire en ce pourquoi il y avait des protections. On est devenu déficitaire en ce pourquoi il n'y avait pas de protection. Et quand nous sommes devenus excédentaires, plutôt que de corriger le tir et de dire non, on va mettre des quotas, c'est pas la peine de produire davantage, et on va libérer des terrains pour produire des protéagineux, au lieu de faire ça, on a subventionné nos exportations. C'est-à-dire que nous exportions vers les pays pauvres moins cher que ce que l'agriculteur était payé en France. Et ceci, évidemment, en proportion des surfaces. Et du coup, le jour où on est rentré alors à l'échelle mondiale, l'agriculture a été intégrée dans l'Organisation mondiale du commerce, effectivement, les agriculteurs français ont dû s'aligner sur les prix internationaux. Et on découvre que toutes ces filières, les blés à 90 quintaux, la poudre de lait, les poulets de moins de 40 jours, même la betterave à sucre en concurrence avec la canne à sucre brésilienne, c'est pas compétitif. Et seuls les plus grands qui bénéficient aujourd'hui de subventions, d'aides compensatoires à la baisse des revenus, on disait à l'époque, mais proportionnelles aux surfaces, effectivement, ces gens-là, à l'exception des plus gros, aujourd'hui, sont en très très grande difficulté financière. C'est-à-dire que, y compris sur le plan de contribution à la valeur ajoutée nette en termes monétaires pour la France, c'est pas astucieux. Et en plus, il y a les coûts cachés dont je parlais tout à l'heure, et puis des dégâts écologiques, parfois la baisse du taux d'humus, l'érosion des sols, la surmortalité des pollinisateurs. Donc aujourd'hui, il nous faut impérativement corriger le tir. Ce modèle agricole, au final, qui est post la Seconde Guerre mondiale, qui est au final un modèle agricole d'urgence, qui au final s'est pérennisé, si on peut dire ça en fait comme ça. Oui. Et ce modèle agricole, il s'est pérennisé à cause de quoi? À cause des entreprises vraiment ou à cause des États? Quels ont été vraiment les acteurs majeurs de cette pérennisation? Alors les deux. Et je dirais que d'abord la politique agricole commune, quand elle a parlé d'aide compensatoire à la baisse des revenus, parce que vous allez devoir vous aligner sur les prix internationaux, vous allez être moins rémunéré, on va vous compenser. Mais celui qui produisait beaucoup de blé, du coup, on lui a compensé davantage que celui qui en produisait peu, pour être très clair. Et quand même, cette politique agricole commune qui subventionne à l'hectare est un des facteurs décisifs de la poursuite de cette agriculture, alors qu'elle est excédentaire dans des produits bas de gamme et ne parvient pas à nous satisfaire en ce pourquoi nous sommes déficitaires. Mais en même temps, il faut savoir que quand on plaide pour d'autres formes d'agriculture, les politiques, j'allais dire, aussi bien à l'échelle européenne que française et parfois même nos collectivités territoriales, sont soumises à des lobbies. Et les lobbies, c'est quand même l'agro-industrie qui veut quand même toujours un produit standard et, si possible, rapproché de l'usine. Donc, si possible, si j'ai une centrale de sucrière, que les betteraves soient le plus proche possible de la centrale pour que les coûts de transport soient moindres. Et du coup, on ne va pas mettre la betterave dans une rotation longue. On voudrait qu'elle soit le plus proche possible. Et ça effectivement, c'est dangereux du point de vue écologique. On a vu la jaunisse de la betterave et ce genre de choses. La betterave est peut-être une excellente tête de rotation. Vous avez compris, c'est là où on peut apporter du fumier. Mais l'important, c'est qu'elle soit dans une rotation longue, qu'elle ne revienne pas tous les 3 ans, mais si possible tous les 9 ans. Mais du coup, plus dispersée. Et du coup, chaque ferme aurait plus de plantes et peut-être même associer l'agriculture-élevage. Et ça, c'est quand même plus conforme à la fois à la santé, à l'aspect nutritionnel des aliments et à la fois sur le plan écologique, la durabilité, pas de préjudice aux générations futures, pas de dégâts dans l'écosystème, quoi. Mais les lobbies, et alors les grandes et moyennes surfaces aussi, qui veulent des tomates, mais le même calibre, quoi. Donc effectivement, ces lobbies sont très puissants.
Vous avez parlé rapidement de la politique agricole commune, donc c'est une réglementation qui est européenne. On entend souvent que nos voisins européens sont jaloux un petit peu du traitement, entre guillemets, de la politique agricole commune par rapport aux agriculteurs français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Alors je vais vous dire, c'est plutôt les agriculteurs français qui sont plutôt jaloux. Les agriculteurs français, en règle générale, trouvent que les conditions écologiques, vous savez, parce que les aides sont quand même maintenant de plus en plus conditionnées à quelques considérations environnementales, et ils trouvent que la France est trop rigoureuse par rapport à des voisins qui ne le sont beaucoup moins. Européen. Oui, européens, D'accord. au sein du marché commun européen. Moi, j'entends sans arrêt dire, il y a des distorsions de concurrence, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des directives européennes qui nous sont communes aux 27 pays, mais après, c'est transcrit dans le droit de chacun des pays, et quand on transcrit dans le droit français, on est parfois plus exigeant que certains de nos voisins. Ça reste un peu à vérifier, mais c'est pas complètement faux non plus. Est-ce que c'est ça quand on parle du bio espagnol ou italien qui serait complètement différent dans les normalisations par rapport au bio français? Alors, je dirais que pour l'agriculture biologique, là, il y a un cahier des charges européen. Il y a une certification par une tierce partie, hein, c'est-à-dire que même en Espagne, la certification, ça peut être Ecocert, hein, une entreprise française. Et je dirais que le cahier des charges de l'agriculture biologique a été unifié à l'échelle des 27 pays. C'est vrai que pour les Français, à ce moment-là, on a revu un peu à la baisse le cahier des charges. C'est fréquent, hein, quand on uniformise à l'échelle européenne, pour que les pays les moins avancés dans ces choses-là ne soient pas trop pénalisés. On leur exige parfois moins. Mais du coup, c'est vrai que le cahier des charges a été revu un peu à la baisse, mais néanmoins, c'est quand même un cahier des charges unique. C'est des certificateurs qui peuvent être les mêmes. Je dirais que c'est surtout sur l'accréditation de ces certificateurs où éventuellement la rigueur n'est pas la même entre les différents gouvernements de l'Union européenne. C'est là ma grande crainte. Et est-ce que pour vous, ce cahier des charges est suffisant? Alors, c'est évidemment toujours insuffisant, hein, et il faudra progresser. Moi, l'agriculture biologique a un grand mérite, hein, quand même, c'est qu'effectivement, il y a un cahier des charges, il y a une obligation de moyens, il y a une certification par une tierce partie, il y a un label, et le consommateur peut quand même faire globalement confiance. Voilà. Et là où il peut faire confiance, c'est notamment moins de perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, moins d'antibiotiques dans la viande, pas d'hormones dans le lait, et y compris dans la qualité nutritionnelle, quand même les polyphénols, les antioxydants. Le consommateur a quelques raisons de dire c'est quand même pas trop mal. Mais ceci étant, dans l'agriculture biologique, qui est née, ça fait déjà bien plus d'un siècle, à la naissance de la chimie, avait opposé un peu la chimie au naturel. Et du coup, elle autorise par exemple des pesticides naturels. Mais un pesticide naturel reste un pesticide. C'est-à-dire que du point de vue des équilibres écologiques, ça contribue quand même à éradiquer des insectes, des champignons et autres. Et donc, oui, l'agriculture biologique, inévitablement, va devoir progresser. Donc aujourd'hui, c'est celle pour laquelle on peut avoir le plus confiance du fait de ce processus de cahier des charges, obligation de moyens, certification, labellisation, mais va devoir progresser impérativement. Et on lui reproche parfois aussi, vous savez, à l'agriculture biologique, pour lutter contre les herbes adventices, que j'appelais mauvaises herbes quand j'étais missionnaire, que je savais ce qui était mauvais. Les herbes adventices, les herbes concurrentes donc des plantes, quand vous ne mettez pas d'herbicide, le labour, quand même peut-être une façon de les enfouir, et elles n'ont plus accès au soleil parce qu'elles ont été retournées. Et du coup, ça fait quand même quelques petits dégâts auprès des vers de terre, de la biologie des sols, un excès de labour en tout cas, et un excès de labour aussi, ça peut contribuer à oxyder le carbone de l'humus des sols, le carbone qu'on a été prendre dans les gaz carboniques pour fabriquer de l'humus, se retrouve peut-être exagérément oxydé. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent d'agriculture de conservation, qui eux essayent de ressusciter un peu toute une biologie des sols et ils parviennent à reconstituer de l'humus des sols. Mais par contre, évidemment, ces gens-là utilisent un herbicide et qui est souvent d'ailleurs le glyphosate, qui est quand même un cancérigène. Alors, cancérigène probable, on dit, parce que ce n'est pas statistiquement avéré, c'est dans 100 ans qu'on pourra vérifier l'apparition, mais c'est quand même un cancérigène démontré. Donc, il y a des querelles au sein des gens. Ces deux formes d'agriculture relèvent assez de l'agroécologie scientifique telle que je la définissais tout à l'heure, mais les deux doivent impérativement progresser. Et sachez qu'il y a des gens qui concilient parfaitement l'agriculture de conservation avec un minimum de labour ou même des techniques rurales simplifiées ou même du zéro labour et des semis sous couverture végétale et l'absence d'herbicides. Mais alors là, je ne vous raconte pas. C'est des rotations longues dans lesquelles une prairie temporaire, hein, l'herbe adventice, elle est fauchée, donc elle ne montera jamais en graines, elle est fauchée avant de monter en graines. Et puis quand vous mettez du chanvre dans la rotation, chanvre qui peut être un excellent matériel, pas le chanvre récréatif, hein, s'il vous plaît, hein. On parle bien du chanvre industriel, hein, pour l'isolation des bâtiments.
Et c'est un excellent, je dis pas herbicide, mais l'herbe adventice commence à pousser, le chanvre pousse tellement vite, il lui fait un tel ombrage que l'herbe, pareil, ne va pas monter en graines. Et donc si, dans une rotation longue, par 2 fois, on empêche la prolifération de ces graines de germer et de monter en graines, elles peuvent germer mais ne montent pas en graines, écoutez, les incidences d'herbe adventice, c'est nettement moindre. Mais l'agriculture moderne de demain ne va pas devoir éradiquer avec des produits herbicides, on va devoir vivre avec les herbes adventices, on va devoir vivre avec les agents pathogènes, on va devoir vivre avec les insectes prédateurs, ravageurs, mais on va minorer la prolifération, on va minorer les ravages. Alors, c'est des variétés tolérantes à leur existence, et puis c'est des pratiques de rotation longue et de diversité dans les assolements, tout le contraire de la monoculture. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'en fait, on a vraiment mis en exergue 2 sciences différentes, la science chimique avec de plus en plus de fertilisants, de pesticides, etc. Et en fait, cette science que vous évoquez depuis tout à l'heure, qui en fait est la vraie science de régénération des sols et de respect, entre guillemets, de vivant, est-ce qu'aujourd'hui, on a oublié comment faire de l'agriculture ? Oui, j'ai coutume de dire que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être une agroécologie. Et elle est devenue normative. C'est-à-dire, il arrive que des scientifiques deviennent scientocrates, prennent le pouvoir et commencent à dire le bien, le mal, voilà comment il faut faire. Ça existe aussi en économie. L'économie pourrait être une discipline qui rend intelligible l'économie, mais parfois, on dicte l'optimum, on dicte la norme. Trop vite, l'économiste donne des leçons. Donc là, je pense qu'il y a eu des dérapages de cette discipline, l'agronomie, et donc l'agroécologie, effectivement, rétablit, je dirais, un certain nombre de vérités qui, moi, m'ont été quand même enseignées. La photosynthèse, les protéagineux, les légumineuses, la fixation de l'azote de l'air, la fabrication de l'humus, tout ça m'a quand même été enseigné. Mais après, il fallait donner des leçons aux agriculteurs. Les agriculteurs étaient un peu considérés comme l'agronome, c'était lui qui savait, et qui donnait des leçons. Aujourd'hui, y compris la recherche en agronomie, en agroécologie, aujourd'hui, c'est reconnaître que c'est les paysans qui innovent, qui expérimentent, et on va les accompagner dans les mesures, et ce ne sera jamais toute chose égale par ailleurs. Alors qu'autrefois, dans la station expérimentale, on comparait des variétés entre elles, toutes choses égales par ailleurs. Et on disait, la variété améliorée, c'est celle qui, 95% des fois, a donné un rendement supérieur aux autres. Oui, elle a donné un rendement 95 fois supérieur aux autres, sans nématodes, sans chenilles, sans carabes, sans rien, Donc, évidemment, capable de donner de très hauts rendements, mais à la condition qu'on emploie les produits herbicides. Et là, c'est plus un dérapage technocratique qui coûte cher encore aujourd'hui. Oui. Ok, alors pour terminer, avant de passer à la petite page musique, je me permets de vous rappeler le titre de votre ouvrage, en fait, que j'ai juste cité au début, mais qui est intéressant parce que j'ai oublié une petite phrase à la fin. Famine au sud, malbouffe au nord, comment le bio peut nous sauver ? Et je vous propose Monsieur Tiken Jah-Fakoly, et on revient tout de suite. À de suite. À de suite. I've been living here for so long, in captivity for so long, so long. Outside I can hear the sound of all my people fighting around. 'Cause I can hear the sound of all my people fighting around. 'Cause I can hear the sound. Oh, I can hear the sound of all my people fighting around. They say I'm a fool for no reason, but through my window I can see, yeah, that daylight is coming to me. 'Cause I can hear the sound of all my people fighting around. It's been a long day
Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec mon collaborateur Victor et notre invité Marc Dufumier. Victor, tu as parlé juste avant la pause musique donc du livre de Marc Dufumier, livre de 2012, Malbouffe au nord, famine au sud. Est-ce que ce titre est toujours d'actualité ? Oui. Ça reste d'actualité. Alors depuis, j'ai écrit d'autres livres, notamment De la terre à l'assiette, 50 questions sur l'agriculture et l'alimentation. Donc j'ai plutôt complété ça. Mais oui, les famines, alors, c'est donc la faim. C'est quand même 840 millions de gens aujourd'hui qui n'ont pas les 2400 kilocalories par jour. Donc c'est une faim chronique. C'est-à-dire ils ne trouvent pas dans l'alimentation l'énergie pour ensuite la dépenser au travail, dans les loisirs, les déplacements, les battements de cœur. Et il y a 1 milliard de gens encore dans le monde qui souffrent de carences nutritionnelles, des carences en protéines, vitamines, minéraux et autres. Alors c'est surtout dans les pays du Sud, mais ça peut exister aussi dans des pays du Nord, parce que finalement, s'il y a autant de gens qui souffrent de la faim et de la malnutrition, ça n'a rien à voir avec un manque de nourriture disponible sur le marché mondial. Il y a pléthore de nourriture sur le marché mondial, mais les écarts de revenus sont tels qu'il y a de la nourriture qui échappe à des pauvres, qui sont achetées par des riches qui gaspillent. C'est-à-dire on a mis dans le frigo et puis on a jeté sans même avoir déballé, etc. Des grandes et moyennes surfaces qui ont acheté des tomates, mais ce n'était pas bien calibré, l'ont bazardé. Il y a aussi une alimentation qui échappe à des pauvres. Je pense le Brésilien qui est désherbé, qui a été remplacé par le désherbant, qui se retrouve dans le bidonville, ne parvient pas à acheter un soja qui nourrit nos cochons. C'est-à-dire que le cochon français est plus riche qu'un pauvre Brésilien. Donc il y a des pauvres qui ne peuvent pas avoir accès à une nourriture, alors que le Brésil exporte son maïs, son soja, sa viande et ses agrumes. Et puis c'est vrai de gens qui se sont spécialisés vers le café, le cacao et la vanille, à qui on a dit spécialisez votre agriculture vers ce pourquoi les pays tempérés ne produisent pas. Et bien avec le café, le cacao, la vanille, ils ne parviennent pas à dégager des revenus suffisants pour acheter une nourriture qui est produite en excédent chez nous, qui parfois a été subventionnée, c'est-à-dire nos agriculteurs sont subventionnés, autrefois on subventionnait même nos exportations. Et bien malgré ça, ces pauvres-là qui n'ont pas été compétitifs, qui travaillent à la main en compétition avec nos excédents, à nous. Mais c'est aussi parfois des excédents russes, ukrainiens, états-uniens, brésiliens. Mais ces paysans qui travaillent encore à la main, aujourd'hui, ne parviennent pas à dégager des revenus suffisants pour épargner, pour investir, pour progresser, avoir accès à la traction animale, produire du fumier, fertiliser leurs champs. Ils n'ont pas accès parce qu'ils sont trop concurrencés. Et ça, je l'évoquais déjà dans ce livre en question, mais c'est encore très, très d'actualité. Et en plus, il y a des moments de crise conjoncturelle, la crise, évidemment, la guerre en Ukraine et autres, où brutalement, on découvre que l'Ukraine ne peut pas exporter ses céréales, que la Russie aussi a quelques difficultés, et autres. Et à ce moment-là, effectivement, les prix des céréales montent brutalement. Et alors, les gens qui ont quitté les campagnes parce qu'ils ne sont pas compétitifs et se retrouvent dans les bidonvilles, alors là, ceux-là souffrent considérablement de la faim. Et c'est là où on voit des émeutes de la faim. Et puis, n'oublions pas, des famines, il en existe, des disettes, il en existe, dans les zones où, alors, des paysans pauvres, parfois agriculteurs, éleveurs nomades, agriculteurs sédentaires, c'est quasiment la guerre civile dans un certain nombre de pays. On s'interroge pourquoi Barkhane, pourquoi un certain nombre de missions à l'étranger. Mais si vous allez en Somalie, si vous allez en République centrafricaine, si vous allez aujourd'hui, y compris, soyons clairs, le Mali, entre autres, c'est parce qu'il y a des paysanneries pauvres qui sont en proie à la guerre civile. Et d'ailleurs, c'est les moins pauvres des pauvres, ceux qui peut-être ont servi de bouclier humain des narcotrafiquants, ceux qui ont peut-être détroussé un touriste, qui arrivent à payer un passeur pour traverser le désert libyen, la Méditerranée. Oui, il y a bien un mouvement du nord vers le sud. Alors, l'essentiel des migrations sont à l'intérieur des pays du tiers-monde, soyons clairs. Mais oui, il y a des gens qui, tellement appauvris là-bas par nos excédents exportés, agriculture industrielle, pas seulement de la France, mais eh bien oui, ce livre reste encore d'actualité. C'est vrai que c'est incroyable quand on voit que la Centrafrique est dépendante de la Russie, quand on voit que certains pays où on ne voyait pas le rapport, le contexte géopolitique actuel vous permet de voir qu'il y a un réel problème d'interdépendance entre les pays. Donc au final, c'est vraiment la mondialisation qui a provoqué ça. Oui. Alors, donc moi, j'ai travaillé un petit peu en République centrafricaine, et d'ailleurs, je vais sans doute y aller prochainement. Mais cette guerre civile entre ce qu'on appelle les agriculteurs sédentaires et les éleveurs nomades ou semi-nomades, c'est en fait une guerre civile qui a été alimentée par des gens qui veulent le pouvoir, peut-être avec des aides étrangères. On parlait de la Russie et du groupe Wagner. Mais évidemment, eux, ce qu'ils veulent, c'est les mines de diamants, les mines d'or. C'est ça. Mais pour avoir le pouvoir, pour pouvoir conquérir le pouvoir, ils alimentent des guerres civiles à partir de petits conflits entre gens très pauvres. À savoir qu'il y a parfois des dégâts occasionnés aux cultures par les troupeaux des éleveurs nomades, semi-nomades, transhumants, parfois on dit.
Et c'est vrai aussi que les agriculteurs, quand ils cherchent des parcelles cultivées, ils vont essayer de trouver des parcelles proches des campements nomades, parce que c'est là où il y a des boues, c'est là où le sol est fertile. Donc il y a des petits conflits qui ont été instrumentalisés par des gens qui veulent le pouvoir dans les pays en question, et parfois avec l'aide de puissances étrangères. Oui. Quelles sont les solutions en fait pour ces pays-là, pour avoir une certaine souveraineté alimentaire et tout simplement permettre aux agriculteurs locaux de pouvoir vivre de leur métier? Alors je crois qu'il y a une fenêtre de tir peu commune en ce moment, et je crois pas que l'Union européenne, par exemple, des 27, serait bien inspirée de dire la chose suivante. Nous dénonçons les accords commerciaux de libre-échange du type, on dit les accords de Blair House, où on s'est interdit de mettre des droits de douane à l'importation de soja. Et on va renégocier ces traités commerciaux en autorisant les pays du Sud de se protéger de nos excédents. Donc nous, on va cesser d'exporter là-bas la poudre de lait, des blés bas de gamme, des poulets bas de gamme aussi, de moins de 40 jours. Donc ils pourront se protéger par des droits de douane, leurs agriculteurs seront mieux rémunérés. Nous, on va renoncer à vouloir les exporter, on ne va pas jamais subventionner tout ça. Et on va libérer des terrains pour, par contre, éviter les importations de soja, tourteaux de soja en provenance du Brésil. Et je disais que ce n'est pas faire du tort aux Brésiliens, parce que précisément, les Brésiliens n'arrivent pas à manger leur soja, c'est nos cochons qui les mangent. Donc ce n'est pas faire du tort aux Brésiliens. Et je pense qu'il y a une fenêtre de tir peu commune en ce moment, avec la guerre en Ukraine, la guerre en Russie, cette dépendance où tout le monde découvre qu'on manque de sécurité alimentaire par manque de souveraineté alimentaire, et que la défense d'une souveraineté alimentaire, ce n'est pas de la franchouillardise. Gérer en circuit court, ce que nous on appelle la photosynthèse, fabriquer des hydrates de carbone avec le carbone du gaz carbonique, l'amidon, les glucides et ce genre de choses, fabriquer des protéines avec l'azote de l'air français bien sûr, pour fabriquer des protéines en France et pas aller le chercher au Brésil. Je dirais, c'est pas du franchouillardisme, que tous les peuples du monde puissent gérer en circuit court ce qu'on appelle la photosynthèse, le cycle du carbone, les légumineuses, le cycle de l'azote, mais aussi le cycle des abeilles, le cycle des coccinelles, le cycle etc. En valorisant les potentialités productives de leurs terroirs locaux. Mais c'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à faire ça, et du coup, à retrouver une plus grande sécurité, souveraineté alimentaire, mais c'est vraiment pour le bien de l'immense majorité des gens, au nord comme au sud. Nous, on aurait une alimentation plus saine, et là-bas, ils pourraient produire par eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Et c'est facile de sortir de ces accords de libre-échange? Alors, j'entends quand même aujourd'hui, c'était hyper difficile, mais on avait réussi un peu dans les organisations mondiales de négocier une exception culturelle. Je pense maintenant qu'il nous faut négocier une exception culturelle, ou en tout cas agricole. Et je pense que ça devient possible avec les crises telles que la guerre en Ukraine et autres. J'entends quand même le président Macron qui a parlé de retrouver une souveraineté protéinique. Mais la meilleure façon, ce serait de mettre des droits de douane à l'importation du soja, tourteaux de soja. Donc là, pour l'instant, il va subventionner, on va dire, les légumineuses. C'est déjà un premier effort, j'allais dire, mais c'est largement insuffisant. Et il est clair que dénoncer ces accords commerciaux, ça mérite un procès. Donc il y aurait un procès à l'organisme des règlements des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Quand on a signé un traité, si on le dénonce, il y a un procès inévitablement. Mais c'est des procès un peu à la jurisprudence nord-américaine, faut être clair, c'est-à-dire c'est 2 ans, 3 ans de marchandage, et on aurait toutes les chances de gagner, parce que les accords, alors là, le traité international, quasiment tous les pays ont ratifié, donc 196 pays ont ratifié la COP21 en question. Eh bien, dans le droit international, le traité de la COP21, ça prévaut sur les accords commerciaux. Donc, après 2-3 ans de marchandage, nous arriverions à un consensus, c'est-à-dire on pourrait arriver à pas de sanctions, mais à ce qu'effectivement, nous cessions d'exporter nos excédents vers les pays du Sud qui pourraient se protéger de nos excédents et rémunérer correctement leurs agriculteurs. Nous protégerions de l'importation de ces protéagineux en provenance des Amériques, et ça ne ferait pas du tort aux Brésiliens ou aux Argentins, et y compris dans tous les peuples du monde. C'est parce que ça correspond exactement à séquestrer du carbone dans l'humus des sols, moins émettre de protoxyde d'azote, qui est quand même, pour l'agriculture industrielle, c'est la première source d'émissions, la principale contribution au réchauffement climatique global, les émissions de protoxyde d'azote quand on émet des engrais azotés de synthèse. Et de plus, ces engrais azotés de synthèse sont coûteux en énergie fossile, gaz naturel russe ou norvégien. Donc cette dépendance à l'énergie fossile, on est parfaitement conforme au traité de la COP21. Donc oui, c'est vraiment le moment où il faut faire ça. Il reste à convaincre nos politiques. C'est pas encore évident, mais je sens que ça progresse très légèrement. J'ai envie de revenir sur le sujet de la souveraineté alimentaire, mais est-ce que dans les faits, c'est possible
que tous les pays du monde puissent se subvenir eux-mêmes, qu'ils arrivent à se gérer, à arriver à avoir une agriculture de qualité, nutritive, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous le même climat, on n'a pas tous les mêmes avantages ou atouts dans nos terroirs. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou quand même la mondialisation est nécessaire pour certains pays? Alors, non. Alors, Ou certains produits. Oui, certains produits, plutôt, voilà, oui, exactement. Alors, il faut évidemment nuancer selon les pays, Oui. selon les situations écologiques et économiques. Dans beaucoup de pays du Nord, je dirais, il n'y a pas de problème. La France, par exemple, moins produire d'excédents de blé, remplacer ça avec des protéagineux, nous deviendrons autosuffisants en protéagineux et nous cesserons d'exporter des excédents de blé. C'est vraiment pas grave. On aurait une meilleure qualité sanitaire de nos aliments, un meilleur environnement, ce serait plus conforme à l'intérêt général. Dans des pays effectivement semi-arides, c'est quand même difficile. Mais néanmoins, quand je peux montrer des photos, je montre des photos de rendement de mil et de sorgho sous un parc arboré de Federbia albida, on disait autrefois Acacia albida, donc une légumineuse arborée au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Le rendement est quand même 2 à 3 fois supérieur à ce qu'il est sous les arbres que dans les espaces non arborés. Et donc, dans l'espace de 15 ans, on peut accroître un rendement de mil et de sorgho, à la condition, évidemment, qu'on ne vienne pas les concurrencer avec nos excédents de blé et qu'on leur demande de manger du pain et non pas du mil et du sorgho. Leur propre céréale pourrait s'accroître en rendement par une voie biologique, parce que ce Federbia albida, c'est une légumineuse qui fertilise le sol en azote par la voie biologique, comme nos luzernes chez nous et ce genre de choses. Donc, même dans des régions semi-arides, on n'est pas sans solution. Alors après, il y a des pays, évidemment, l'Afrique du Nord, mais même en Afrique du Nord, alors ça, l'indépendance complète, ça devient un peu difficile, mais j'observe quand même qu'en Algérie, dans les terres céréalières, il y en a quand même encore 40% qui ne sont pas cultivées une année sur 2, qu'on laisse en jachère. Et on pourrait mettre des légumineuses. Et c'est pour des raisons économiques plus que écologiques que l'on ne le fait pas. Parce qu'il faut que le blé soit semé précocement. Pour semer le blé précocement, il faut quand même préparer le sol. Et la jachère, c'est la façon de préparer le sol une année sur 2 pour l'année d'après. Parce qu'amortir un gros matériel entre la première pluie et la date de semis, donc sur à peine 15 jours, évidemment, ce ne serait pas rentable pour des grands latifoniaires. On aurait maintenu dans l'Algérie, en Afrique du Nord, une agriculture paysanne avec la culture attelée, ce genre de choses, parce qu'on n'a pas redistribué les terres coloniales, il faut savoir, dans ces régions-là, et y compris les petits paysans qui se sont battus pour l'indépendance, qui n'ont pas eu accès au terrain, ils ont été un peu condamnés à l'émigration. Alors qu'on leur aurait redistribué les terrains, en travaillant exploitation familiale pour leur propre compte, ils auraient très vite mis du pois chiche, si ça fait. Je veux dire, moi j'ai vu des pois chiches à la place des jachères chez la petite paysannerie en Afrique du Nord. Donc je veux dire, c'est possible. Mais moi, alors je ne dis pas qu'ils atteindraient la totale autosuffisance. Et puis alors évidemment, il y a des pays très densément peuplés. Et je pense là aussi avec une diminution de l'extrême pauvreté, c'est-à-dire des gens qui commencent à consommer davantage des œufs, du lait, de la viande, et ce genre de choses, je pense le Vietnam, la Chine et autres. Alors là, très clairement, on voit bien que la dépendance en importation de protéagineux, mais c'est peut-être là, elle va rester. Mais c'est pas grave, à la limite, que la Chine importe du soja du Brésil pour nourrir des cochons qui vont uriner, fertiliser la rizière. Je veux dire, c'est à la limite, après, il y a une économie circulaire, même si, évidemment, l'azote en question va venir du Brésil, d'Argentine, où il y a d'immenses surfaces. Voilà, c'est nécessaire que ça se raréfie, disons. Oui, voilà. Mais dans beaucoup de pays, atteindre une plus grande autosuffisance alimentaire, oui, c'est quand même possible. Il ne faut pas désespérer. Vous avez évoqué dans la première partie de l'émission le terme donc, d'agroécologie. Je vais me faire un petit peu je vais me mettre un peu dans la contradiction. Par exemple, dimanche, j'écoutais une émission sur ces politiques sur France 5 où il parlait un peu de la croissance démographique, qu'on va être donc 10 milliards en 2050. Il y a les enjeux climatiques qui sont croissants, donc des conséquences sur nos réserves en eau, etc. Si on croise ces deux problématiques-là, est-ce que l'agroécologie, donc cette technique, en fait, cette nouvelle méthodologie qu'il faudrait remettre en place dans nos territoires, va suffire pour nourrir tout le monde et bien nourrir tout le monde? Alors, la réponse est très clairement oui, mais il y a une condition absolument nécessaire, c'est de mettre fin aux écarts de revenus, qui sont... Vous savez que quand il y a 2 sacs de riz qui se vendent au même prix sur le marché mondial, dans le sac de riz de cette femme qui a repiqué à la main, il y a 200 fois plus de travail agricole que dans le sac qui est juste à côté sur le marché qui vient d'Arkansas. Et quand elle a besoin d'acheter des produits de première nécessité, cette femme va vendre son riz au même prix que le sac d'à côté importé, et du coup, elle accepte une rémunération de son travail 200 fois inférieure. Donc c'est ça la faim. Et la malnutrition, c'est qu'il y a pléthore de nourriture.
pour nourrir correctement un habitant, modestement peut-être en termes de protéines animales, hein, pour être honnête, mais il faut produire de l'ordre de 200 kilos de céréales par habitant et par an. La production mondiale de céréales ou équivalent céréales, hein, pommes de terre, manioc, igname. Mais la production mondiale aujourd'hui par habitant est déjà de 330. Donc, c'est cette surcroît de nourriture qui doit revenir aux pauvres, donc fait que les pauvres soient moins pauvres. Et effectivement, je pense que des populations riches qui peut-être consomment de la viande en excès, hein, à savoir que le soja brésilien pourrait nourrir des Brésiliens plutôt que des cochons bretons, ou néerlandais, j'allais dire, qu'importe, ce serait quand même plus juste. Mais la vraie difficulté, elle est quand même dans mettre fin à ces écarts de revenus, d'où l'idée de négocier de nouveaux accords commerciaux et de dénoncer les traités antérieurs, hein, et de renégocier à l'OMC ces accords commerciaux avec un droit de se protéger pour une plus grande souveraineté alimentaire. Mais si ça c'est accompli, alors là, oui, même au Niger, même au Sénégal, même au Mali, mais il faut que les gens aient accès à des charrettes. Si vous voulez qu'ils produisent du fumier, ben, il faut quand même récolter les bouses, il faut peut-être d'ailleurs mettre des pailles là où il y a les animaux sont parqués, ça fabrique du fumier, il faut transporter, il faut la charrette, il faut l'attraction animale. Mais si les gens sont concurrencés par nos excédents, ils ne peuvent pas avoir accès à toutes ces techniques qui permettraient de fertiliser leurs champs avec du fumier, avec du compost, avec des légumineuses et ce genre de choses. Donc, mais la réponse est catégorique. Si ce n'était que technique, c'est catégoriquement oui, faire l'usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer l'énergie alimentaire, photosynthèse. C'est couverture végétale verte la plus totale et la plus permanente possible. C'est-à-dire que tous les rayons, je ne veux plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre, je veux que ça tombe sur des feuilles vertes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Donc ça veut dire association végétale. Alors dans les pays où on travaille à la main, c'est assez fréquent. Chez nous, où c'est moto-mécanisé, c'est moins fréquent. Mais ceci étant, je connais des gens en France qui sèment de la févrole entre leurs rangées de blé. Hein. Les rayons de soleil qui ne tombent pas sur les feuilles de blé tombent sur la févrole. Alors là où c'est un peu plus difficile avec notre motorisation, c'est de commencer à mettre une cucurbitacée, une courge, un potiron, une pastèque, pour intercepter les derniers rayons du soleil, j'en conviens. Mais oui, les rayons du soleil sont très largement sous-utilisés. Donc s'il y a besoin d'être sobre, ce n'est pas dans l'utilisation d'énergie solaire, pas de pénurie avant des milliards d'années. Cette énergie alimentaire, vous savez, qu'on appelle le sucre, les glucides, qu'on appelle amidon, glucides, qu'on appelle lipides, les huiles, c'est des molécules carbonées. Le carbone vient du gaz carbonique de l'atmosphère. Mais faire l'usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, va libérer l'oxygène, ça fait pas de mal à nos poumons. Et avec ce carbone, fabriquer des glucides, des lipides, et peut-être même de la paille, des racines qui, quand ça va se décomposer, va fabriquer de l'humus et séquestrer du carbone dans les sols. C'est conforme à la COP21. On va séquestrer du carbone dans l'humus des sols, faire l'usage intensif de ce gaz pléthorique. Moi, je suis pour qu'on rémunère les agriculteurs quand ils font ça. C'est un service d'intérêt général. Faire un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines avec des légumineuses et non pas avec des engrais azotés de synthèse coûteux en énergie fossile, mais des légumineuses qui, parce qu'il y a des microbes qui s'incrusent dans leurs racines, utilisent l'énergie photosynthétisée par la plante, et avec ça vont aller chercher l'azote, fabriquer la protéine et remettre ça aux protéagineux. Mais c'est l'énergie solaire dont on fait l'usage le plus intensif. Et les éléments minéraux, pourquoi avec des arbres à racines profondes, on n'est pas cherché les éléments minéraux quand la roche-mère, vous savez, le granit, le grès, le schiste, etc., sont altérés, ça libère des éléments minéraux. Mais pourquoi avec des arbres à racines profondes, on n'irait pas chercher ces éléments minéraux? Ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille tombe à terre, ça fertilise à couche arabe. Mais le Féderbia albida dont je parlais au Niger, il fait ça aussi. Hein. Mais nous, on va réembocager nos terrains, on va remettre des pommiers dans la prairie. Après, pas très loin de Montpellier, on cultive du blé dur sous des noyers. Alors évidemment, avec des grands écartements, parce que pour qu'il y ait la moissonneuse batteuse qui passe entre les noyers, on est obligé de mettre de trop grands écartements. Mais l'idée que il y a une couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible. Et alors, vous avez des champignons mycorhiziens, excusez-moi de parler avec ce jargon, qui s'incrusent. Vous savez, la truffe, c'est un champignon qui s'incruse dans la racine du chêne. Et ça nous fait un champignon bien gourmet, là. Noël approche. Hein. Mais il y a des champignons mycorhiziens qui s'incrusent dans les racines d'arbres et aussi dans 80% des plantes annuelles qui développent un mycélium, vous savez, cette espèce de moisie, ces fibres tellement filamenteuses que ces champignons mycorhiziens vont réussir à débusquer des éléments minéraux coincés dans les argiles. Hein, ils ont été, vous savez que c'était des éléments minéraux qui étaient dans la roche-mère, autrefois, dans le basalte, le granit, le gneiss et autres, mais qui, quand le sol s'est formé, ont été coincés dans les argiles. La plante, même avec ses racines les plus filamenteuses, n'arrive pas à le débusquer. Mais les champignons, eux, arrivent à le débusquer. Et donc, ils utilisent l'énergie photosynthétisée par la plante, ils développent un mycélium, ils vont aller chercher les éléments minéraux et restituent ça à la plante dont ils ont tiré l'énergie. On appelle ça symbiose dans notre jargon. Hein. Eh bien, écoutez,
Pourquoi? Mais alors évidemment, il ne faut pas mettre de fongicides, on est d'accord. Là maintenant, il faut respecter. On veut que l'eau s'infiltre parce qu'il est très important que la plante puisse transpirer. Parce que pour que le gaz carbonique rentre dans la plante, le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous, c'est les petits trous par lesquels elle transpire. Et vous savez que la plante, quand elle manque d'eau à boire dans le sol, pour ne pas se déshydrater, elle cesse de transpirer. Elle ferme les orifices par lesquels elle transpirait. Mais du coup, elle vient de fermer les orifices par lesquels le gaz carbonique pouvait rentrer dans la plante et la plante prenait le carbone et relibérait l'oxygène. Et du coup, un maïs, par exemple, dans le sud-ouest en France, plante tropicale, mais qu'on cultive dans un climat tempéré où il fait sec au mois d'août, eh ben, écoutez, le maïs, s'il n'est pas irrigué, certes, il va recouvrir le sol au mois d'août. Alors déjà, pendant l'hiver, est-ce qu'il y a une couverture végétale verte? Je trouve que c'est à vérifier. Et j'aimerais bien. Moi, je vois beaucoup de rayons de soleil tomber à terre. Avril, mai, on vient de semer les maïs. Je vois beaucoup de rayons de soleil qui tombent encore entre les rangées de maïs. C'est pas des cultures, on n'a pas mis de culture associée. Et quand au mois d'août, ça y est, la couverture végétale est à peu près totale, c'est le moment où le maïs va cesser de transpirer. Alors on dit, maintenant, il va falloir irriguer, on va faire des bassines et ce genre de choses. Mais on peut faire bien mieux que ça. Il y a quand même eu pas mal d'erreurs. En tout cas, faire l'usage intensif de ce qui est pléthorique, renouvelable et autres, et être très économe en énergie fossile et sans produits en seed, c'est-à-dire sans vouloir éradiquer les ravageurs, les mauvaises herbes, enfin les herbes adventices et les champignons pathogènes, oui, c'est parfaitement possible dans un très très grand nombre de pays. Mais par contre, il faut que les gens puissent épargner. Planter un arbre, ça va pas pousser d'une année à l'autre. Donc, pour épargner, il faut qu'ils soient correctement rémunérés. Pour qu'ils soient correctement rémunérés, il ne faut pas les mettre en concurrence avec beaucoup plus compétitifs. C'est vrai d'ailleurs pour nous. Pourquoi nous mettre en concurrence avec du soja brésilien? Pourquoi nous mettre en concurrence éventuellement avec des blés ukrainiens? Les blés qu'on exporte de l'Algérie, pourquoi ils sont vendus si peu cher? C'est parce qu'il y avait les blés ukrainiens. Là-bas, la ferme, elle fait 10 000 hectares. Mais enfin, en France, elle fait 300. Oui, parce que là, vous évoquez le côté économique. Hausser la rémunération, c'est un fait, mais il y aura une augmentation forcément de la population agricole, parce qu'il va falloir avoir beaucoup plus de main-d'œuvre si on souhaite avoir une agriculture qui est moins impactante, Moins mécanisé. moins mécanisée. Qui va payer? Alors, effectivement, la population est croissante. Attention, elle est encore très croissante dans certains pays d'Afrique. Dans les pays européens, elle est plutôt vieillissante, cette population, et y compris la Chine et l'Inde, enfin surtout la Chine. On découvre donc 10 milliards d'habitants, c'est la perspective 2100, peut-être légèrement plus que 10 milliards, mais enfin 2050 par contre, peut-être. Mais bon, il y a pléthore de nourriture pour nourrir cette population. Par contre, effectivement, ces formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie, telles que l'agriculture biologique, artisanale, soignée, est très exigeante en travail. Et parfois très exigeante en travail. Donc il y a deux choses. Il faut que ce travail soit correctement rémunéré, ça on l'a déjà dit. Alors ça peut être le consommateur qui fait confiance à la qualité du produit, c'est labellisé, il est prêt à payer plus cher son produit labellisé bio. Mais du coup ça veut dire que les riches, les bourgeois bohèmes ont accès à des produits labellisés bio, et les couches modestes, les perturbateurs endocriniens, l'antibiotique dans la viande et tous ces résidus pesticides dans notre nourriture. Alors moi je m'insurge contre ça. Du coup, je pense qu'il nous faut rémunérer les services environnementaux. Et donc, ça veut dire que les subventions actuellement distribuées en proportion des surfaces doivent servir par la voie contractuelle avec les agriculteurs. Dites-moi à quel prix êtes-vous prêt à nous remettre des animaux sur la paille, à fabriquer du fumier, à séquestrer du carbone dans les sols? Parce que vous savez que les animaux, aujourd'hui en Bretagne, sont rarement élevés sur la paille. Du coup, c'est du lisier. L'azote qu'on a été chercher au Brésil, qui nourrit nos cochons, ça fertilise des algues vertes sur le littoral. C'est pas très... Et comme il n'y a plus d'urine, puisqu'il n'y a plus d'élevage dans le bassin parisien, à défaut d'urine, on va chercher de l'urée fabriquée avec du gaz naturel russe. Ça, c'est pas circuit court, j'en conviens. Donc, il faut retrouver cette autonomie, ces circuits courts, mais on n'est pas, on n'est pas sans solution. Mais remettre des légumineuses, séquestrer le carbone, mettre des infrastructures écologiques pour qu'il y ait des coccinelles, des pollinisateurs, des carapes qui vont s'attaquer aux limaces, des mésanges bleus qui vont s'attaquer aux papillons de nuit, et donc pas de larves de crapaud-caps dans les pommes. Oui, on n'est pas sans solution technique. Et comment faire pour, vous parlez notamment de des compléments de rémunération liés potentiellement à la PAC. Comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut essayer d'œuvrer pour ça? Parce qu'en fait, ce sera vraiment nos politiques qui vont œuvrer. Alors peut-être pour rajouter sur ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi le rendre le travail plus attractif pour que des jeunes... et donc là, il y a aussi à alléger la pénibilité du travail. Et notamment quand on parle maraîchage, alors on découvre que quand même des gens qui font de la permaculture, après, une fois que c'est bien installé, c'est clair que le désherbage est bien moindre parce que c'est les plantes cultivées qui font de l'ombrage aux herbes adventices et non pas les herbes adventices qui font la concurrence aux plantes cultivées. Mais les premières années, c'est quand même beaucoup de travail.
Et c'est quand même vrai que le désherbage, notamment sur le maraîchage et ce genre de choses, le dos courbé, etc., et il faut rendre le métier attractif. Alors, il y a parfois des progrès, hein, j'observe, en permaculture, ils sont passés de la grelinette à la campagnole. Enfin, je veux dire, c'est juste des petits outils manuels qui permettent c'est pas un vrai labour, hein, c'est un très léger travail du sol, ça permet de faire du travail qui est exigeant, enfin, moins pénible, voilà. Donc, il faut rendre ce métier attractif et rémunérateur. Mais c'est vrai qu'on ne trouvera pas de gens. Alors, il y a des jeunes qui veulent s'installer, mais ne trouvent pas de terrain. Donc là, c'est plutôt des associations comme Terre de Liens qui essayent de rendre accessibles des terres au plus grand nombre pour qu'ils s'installent en agriculture biologique. Hein. Il faut aussi qu'ils aient accès à un peu de capital. Mais souvent, ces jeunes qui sont issus, souvent, on dit installation hors cadre familial, hein, c'est-à-dire leurs parents n'étaient pas agriculteurs. Ces jeunes sont prêts souvent à travailler. Parfois, ils découvrent sur le tard que c'est quand même plus pénible, hein, les dos courbés, que ce qu'ils imaginaient. Mais on ne manque pas de candidats hein, pour ces formes d'agriculture inspirées de l'agroécologie. Et c'est vrai que des gens qui ont peu de terre et peu de capitaux au départ sont prêts, eux, à travailler plus pour gagner plus. Excusez-moi de parler comme ça. Hein. Mais c'est quand même beaucoup de travail, voilà. Mais en même temps, ils redécouvrent la nature et ce genre de choses. Mais il faut quand même alléger la pénibilité du travail et peut-être même la quantité du travail. Mais il ne faut pas que la mécanisation, la robotisation, la dronisation servent à remplacer des gens par des machines et mettre les gens au chômage. Il faut que ce soit, au contraire, rendre le métier attractif en diminuant la pénibilité du travail. Il n'y a rien contre toute forme de mécanisation, mais il faut vraiment faire des bons choix dans les techniques en question. Merci beaucoup, Marc. Je te laisse, Victor, faire les dernières questions personnelles. Oui, avec plaisir. Alors, monsieur Dufumier, est-ce que vous auriez une œuvre à conseiller pour nos auditeurs ? Une œuvre à conseiller. Un livre, un film, un documentaire qui vous a paru intéressant et qui pourrait peut-être expliquer vos propos ou autre chose. Alors là, vous me surprenez, mais non, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, hein, effectivement. Mais alors, il y aurait quelque chose qui est intéressant, un livre qui s'appelle Basculons, où c'est plusieurs intervenants, hein, donc je reconnais en faire partie, mais on retrouve Dominique Bourg, on retrouve un grand nombre de gens comme ça. Et c'est vraiment des jeunes qui montrent comment ils ont basculé vers d'autres formes de métiers, et notamment dans l'agriculture, vers d'autres formes d'agriculture. Et il y a effectivement quelques vétérans un peu comme moi qui feront des commentaires sur la chose. Mais vraiment, c'est un film très inspirant pour basculer, oui, vers d'autres formes d'agriculture et d'autres formes de vie plus conviviale. Oui. Très bien. Est-ce que vous auriez une personnalité publique qui vous inspire, dont vous souhaiteriez parler aujourd'hui ? Alors, c'est compliqué parce que je suis plutôt contre le culte de la personnalité. Mais on a cité pendant longtemps Pierre Rabhi, qui était un promoteur de l'agroécologie, lui disait une éthique de vie. Bon, il est décédé, mais moi, je ne parlais pas du tout comme lui. Quand on se retrouvait ensemble, pour lui, l'agroécologie, une éthique de vie, s'il parlait de l'humus, c'était la relation avec l'humain, l'humanisme, l'humanité et autres. Alors que moi, l'humus, c'est un savant mélange de carbone, le carbone de la paille, et d'azote, l'azote de l'urine. C'est pas tout à fait pareil. Nous ne parlons pas exactement pareil, j'en conviens, mais nous concluons pareil. Et je dirais que oui, il y a des travaux comme ça qui méritent. Et puis dans les documentaires, pas plus tard que hier, je voyais un documentaire de Cyril Dion, mais vous avez aussi des documentaires de Marie-Monique Robin. On ne manque pas de ressources pour s'inspirer vers d'autres formes d'agriculture. Très bien. Donc, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais je vous pose quand même la question, qu'est-ce que notre gouvernement devrait faire en priorité selon vous ? Alors, c'est pour moi la souveraineté protéinique, hein, D'accord. très clairement. Là, la priorité des priorités, c'est vraiment la souveraineté protéinique, et y compris, alors dans un premier temps, en rémunérant les gens qui mettent des légumineuses en substitution d'un excès de céréales, de sucre, ce genre de choses, et évidemment en négociant aussi la capacité de se protéger des importations de soja, donc graines en et gros, tourteaux de à soja. rompre certains traités commerciaux. Oui, qui nous lient rompre avec les différents pays. traités commerciaux. Alors, c'est notre gouvernement, mais ça, je pense que ce n'est faisable qu'à l'échelle des 27, D'accord. parce qu'un pays seul demanderait ça, ce ne serait pas crédible de l'OMC. Là, il faut rester plutôt nombreux et avoir un poids suffisant pour dire, voilà, et évidemment des gens qui ont signé. Mais notre gouvernement, s'il est conséquent avec les engagements neutralité carbone en 2050, la priorité des priorités, c'est notre souveraineté protéinique. Très bien. Et pour terminer, je vais vous demander ce que nous, on doit faire en tant que citoyens dans une société de consommation. C'est quasiment notre seul pouvoir, mais il est quand même assez important. Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs pour faire des choix dans notre manière de nous alimenter ?
Alors, je vais être donneur de leçons, mais j'ai toujours des bons conseils à donner, bien sûr. Alors, c'est vrai que notre changement de comportement de consommateur à l'échelle individuelle, quand ça devient nombreux, c'est un peu comme un droit de vote, je dirais. Quand on va aller voter, on n'est pas un seul et on se dit, ça pèse pas grand-chose. Mais néanmoins, quand on fait l'addition, ça peut changer des majorités, des minorités, et certaines vont éventuellement plaider pour le libre-échange et d'autres contre le libre-échange et ce genre de choses, y compris au Parlement européen, par exemple. Mais c'est quand même vrai que nos changements de comportement de consommateurs, notamment on l'a vu au moment du Covid, quand les gens étaient plus à domicile, reprenaient goût à faire de la cuisine, etc., et n'étaient pas trop craintifs sur leur pouvoir d'achat, on a vu des gens qui achetaient davantage de produits bio. Et moi, ça me faisait mal de voir qu'on maintenait encore des subventions à l'agriculture industrielle, alors qu'il y avait une demande accrue de produits bio. Et je disais au ministre, j'ai quasiment rencontré tous les ministres de l'Agriculture, depuis Michel Barnier jusqu'à M. Julien de Normandie. Le ministre actuel, je ne le connais pas. Mais ça me faisait quand même mal de voir qu'on maintenait des subventions à l'agriculture industrielle, alors que les grandes et moyennes surfaces importaient de plus en plus de produits bio parce que notre offre ne suffisait pas. Alors évidemment, aujourd'hui, avec la crise du pouvoir d'achat, cette agriculture biologique est quand même un peu en crise, pour être très honnête. On le constate, ça Oui, sur certains produits, notamment le lait bio, certains produits bio, notamment le lait, très clairement. Alors du coup, y compris pour un prix équitable, aujourd'hui, il faut se labelliser bio et le label équitable de certification, enfin, je veux dire, pour s'assurer que le prix ne s'effondre pas, c'est quand même ravageur. Mais donc, le changement de comportement de consommateur peut avoir un effet macroéconomique, très clairement. On l'a vu, ça a été une relance de l'importation au moment où l'offre ne suffisait pas. Mais on peut aussi, parce que les associations de parents d'élèves peuvent exiger une alimentation bio et saine, puisque les perturbateurs endocriniens, c'est quand même la jeune génération, c'est quand même, on dit depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, mais donc nos gamins dans les écoles, les collèges, les lycées, s'assurer qu'ils aient une alimentation sans perturbateurs endocriniens, donc là c'est une production bio, et du coup, que nos établissements scolaires, et du coup on interroge nos élus municipaux, les collectivités territoriales, les communes, les communautés de communes, les départements, les régions, pour qu'effectivement tout soit bio dans les cantines et au plus vite. Et on assure ainsi un marché croissant aux producteurs bio avec un prix rémunérateur. Donc ça aussi, moi je crois qu'il y a urgence de faire ça. Ensuite, on peut, moi j'ai quelques parts sociales dans la foncière Terre de Liens qui a permis d'installer quelques producteurs en agriculture biologique à proximité de Clermont-Ferrand. Et l'association Terre de Liens, qui est une association qui regarde quand il y a des terres qui se libèrent et autres, et qui interroge les élus sur quand vous aurez un droit de vote dans ce qu'on appelle les SAFER, vous savez, des sociétés d'aménagement foncier, je ne sais pas quoi, rural, pour que les droits de préemption de cette société en question soient au profit de l'installation de jeunes agriculteurs et pas l'agrandissement des voisins. Donc là, et j'observe que l'association, quand elle œuvre bien, les élus ne découvrent pas le vote le jour du vote, mais d'instruire, et ça peut changer quand même les orientations parfois de certaines décisions au sein des SAFER en question, qui quand même très fréquemment jouent l'agrandissement des fermes plutôt que l'installation des jeunes. Oui. Il y a une multitude de choses que l'on peut faire dans le monde associatif. Il y a évidemment les associations environnementalistes, etc. J'invite les associations environnementalistes à bien comprendre que les agriculteurs sont souvent des victimes aussi de cette agriculture industrielle, et donc s'ils stigmatisent l'agriculture industrielle, de ne pas stigmatiser les agriculteurs qui ont été enchaînés malgré eux dans ce type d'affaires. Un éleveur qui a investi 3 robots de traite en Bretagne, quand je lui dis qu'il faudrait mettre du lin dans votre rotation, il a envie de m'étrangler. Pour lui, rembourser ses emprunts, je fais que du lait. Et donc, il faut comprendre la situation dans laquelle sont nos agriculteurs et donc militer pour qu'effectivement la politique nationale, la politique agricole commune change. Et il faut surtout qu'on réforme la réforme de la politique agricole commune. Il ne faut pas qu'on attende 6 ans avant de commencer à rémunérer le travail plutôt que de subventionner en proportion des hectares. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup Marc Dufumier. C'était génial. Merci. Ça a été un plaisir pour moi. Merci Victor. Merci à vous deux. C'était passionnant. On se retrouve très vite sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode d'OPSR. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.